j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur YouTube jusqu'à quand? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on est là et j'ai décidé que j'allais réagir à ma première interview. Donc c'est vraiment en début de transition, j'avais quoi, 16 ans. Il me semble que c'était quelques semaines avant que je sois placé en foyer, donc c'était dans une période qui était un peu difficile. Et c'était vraiment ma toute première interview dans un média, dans un studio, c'était assez impressionnant. Et pourtant, ça s'est plutôt bien passé et j'ai décidé que j'allais réagir à cette vidéo-là avec peut-être mon point de vue qui a évolué ou je sais pas. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Let's go! Je sentais Oh au là fond de là, moi que j'étais un garçon, mais je ne savais pas que j'étais trans en fait. J'ai oh là là, déjà ma voix, dinguerie comment elle a changé, genre c'est impressionnant. mal vécu la poussée de ma poitrine parce que voilà, je trouvais qu'on la regardait trop et qu'en la regardant, on m'associait à une femme. Il n'y a pas un jour où je pense pas à la brûler ou à faire des choses horribles. Être transgenre et noir, c'est subir deux oppressions, donc le racisme et la transphobie. C'est vivre avec deux identités qui sont rejetées par la société. C'est le racisme que j'ai subi en premier parce que c'est la première chose qu'on voit quand on est jeune. À l'époque, je savais pas que j'étais trans. Donc en fait, c'était des propos racistes à l'école qui sont totalement normalisés. Ah, t'as la couleur du caca, les noirs ils sentent mauvais, ou bien tu parles bien pour une noire, ou tu sens bon pour une noire, enfin ce genre de choses. Enfin du coup je dis une parce que j'étais une fille à l'époque. Je souffrais beaucoup du fait que ma couleur de peau se voit. Je souffrais beaucoup du fait que d'être noire et d'être rejetée en permanence dès le plus jeune âge. Pour moi, la seule identité que je pouvais avoir, c'était être une fille noire. Et donc, à aucun moment, je me suis dit, je peux être une personne transgenre, etc. Donc, je me focalisais uniquement sur ma couleur de peau parce que c'était... C'est dingue, je trouve que je m'exprimais vraiment bien à cet âge-là, c'était assez impressionnant pour une première interview, même si ça se voit un peu que je suis stressé et que je vais pas bien, parce que forcément j'étais sous traitement, etc. Donc on voit que je suis un peu, tu vois, pas forcément à l'aise, mais en tout cas le discours est assez cohérent pour l'instant. Parce que c'était quelque chose de visible que tout le monde voyait, on me rejetait pour ça. Et donc c'était vraiment omniprésent dans mes pensées, c'était vraiment la priorité pour moi. Ouais. J'ai changé d'établissement entre-temps, donc je suis arrivée dans le 16e. Donc déjà ça a été plus compliqué parce que ma mère me disait voilà on est dans le 16e, en plus t'es noir donc essaye de bien te comporter. Et en plus on m'interdit de jouer au foot parce que voilà on est dans un quartier de riches et que les jeunes filles doivent porter des robes, ne pas jouer au foot, bien se tenir. Enfin c'était très compliqué. Je sais pas si je le dis après, mais c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir jouer comme je le voulais, c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué. Parce qu'effectivement, en fait, il y a des fois où ouais, je voulais jouer au foot et en fait, on me disait non, tu joues pas avec nous, tu vois, genre on n'a pas envie que tu joues avec nous. Tu vois, genre en mode, je sais qu'une fois je voulais jouer, tous les mecs qui sont sortis du terrain et je me suis retrouvé tout seul sur le terrain avec la balle, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, je trouve. Donc c'est bien que je le mentionne. Il y a eu ma couleur de peau parce que voilà, on est noir et il faut bien se tenir. Et en plus de ça, ma transidentité, bon, que je connaissais pas encore, mais dans le sens où voilà, toi t'es une fille, tu dois te tenir de telle manière, tu dois t'habiller de telle façon. C'est ma mère qui m'habillait à l'époque, donc elle faisait attention à mettre des trucs roses, des tenues sympathiques. Elle est vraiment trop chou cette photo, je l'adore, c'est vraiment incroyable. Moi, ce que je voulais, c'était juste m'amuser comme un enfant normal, en fait. J'avais envie de jouer au foot, jouer au foot. Si je voulais jouer au billes. Enfin, je voulais juste jouer. C'était ma priorité, quoi. C'est les stéréotypes de genre, vraiment, qui sont imposés. Stéréotypes de genre et stéréotypes tout court, liés à la couleur de peau, qui, dès le plus jeune âge, en fait, on nous fait comprendre que, voilà, il faut se tenir d'une certaine manière parce qu'on est comme ça. Moi, j'essayais de... En vrai, c'est dingue à quel point le traitement que je prenais, le traitement antidépresseur et anxiolytique et vraiment la totalité, ça me donnait un regard tellement vide, tellement... Enfin, c'est dingue vraiment. Bon, je pense que c'est pas que les antidépresseurs, hein. Je pense que c'est aussi ce que je traversais. Surtout que après j'ai été placé en foyer, donc vraiment je crois 2 ou 3 semaines après, donc ouais, c'est assez impressionnant. Correspondre au code plus jeune, mais en grandissant j'ai eu ce besoin en fait d'être moi-même et de me dire je peux pas toute ma vie correspondre au code et être passif de ma vie en fait. Je sentais au fond de moi que j'étais un garçon, mais je ne savais pas que j'étais trans en fait. Je savais pas mettre des mots sur ce que je ressentais et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal et je pense que c'est l'une des causes de ma dépression actuelle. Enfin on m'a diagnostiqué à 10 ans, mais je pense que ça a commencé plus tôt, honnêtement. Ma première tentative de suicide, je l'ai faite à l'âge de 13 ans et je voulais juste mourir parce que je m'aimais plus, je savais pas qui j'étais. Parce que t'es noire, t'es rejetée. T'es une fille, déjà, t'es rejetée parce que t'es une femme. En plus de ça, je me sentais pas vraiment femme, donc j'étais rejetée pour un truc que je n'étais pas vraiment. Il faut savoir que ma première tentative de suicide, je l'ai faite parce que mon petit frère est né. Et en fait, j'ai très mal vécu le fait que ce soit un garçon. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça y est, ma mère, elle a eu son fils, elle me verra jamais comme un garçon, je peux partir, elle s'en fichera. Enfin. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là. Et donc... Alors, la formulation, elle est pas forcément hyper adaptée, je pense que j'ai un peu paniqué dans l'explication. Alors, il y a de ça. Il y a le fait que, effectivement, mon petit frère, c'est un garçon, donc quand il est né,
J'étais en mode, bah voilà, elle a son fils, moi, elle me verra jamais comme un garçon. Donc en soi, elle a son deuxième enfant en plus, donc je peux partir. Mais il y a aussi le fait que de manière générale, j'allais pas bien et que je subissais aussi des violences. Et précisément avec cette tentative de suicide-là qui est survenue en fait le lendemain d'un soir où en fait j'essayais d'apprendre ma leçon d'anglais que je n'ai pas réussi à apprendre correctement parce que j'allais pas bien. Et à ce moment-là, en fait, ma mère a été extrêmement violente, autant, enfin, surtout dans les mots, dans le sens où elle me disait des trucs du style oui, mais t'es fainéant, t'es un moi rien, etc. Mais aussi parce que ce soir-là, j'ai vécu des violences physiques et donc ça a été vraiment un déclencheur en fait aussi. Donc voilà, j'ai pas détaillé parce qu'à l'époque j'étais encore un peu en contact avec ma mère, mais il y a aussi de ça quoi. Donc à ce moment-là, je voulais déjà le corps d'un garçon parce que c'était pas évident, ma poitrine avait commencé à pousser et la poitrine c'est quelque chose que je déteste. Honnêtement, c'est la partie de mon corps que je déteste le plus au monde. Il n'y a pas un jour où je pense pas à la brûler ou à faire des choses horribles. C'est vraiment une partie de mon corps que je déteste, que je détestais même avant de savoir que j'étais trans. Franchement, ça me rend grave triste d'entendre ça. En vrai, le fait d'avoir une poitrine, ça a été extrêmement difficile. Ça a été extrêmement difficile. Et même depuis que j'ai fait ma mammectomie, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais jamais eu de poitrine. En fait, ma poitrine ne m'appartenait pas. J'ai même pas un soupçon de regret ou un soupçon même de souvenir, tellement c'était une période qui était traumatisante. J'ai l'impression d'avoir fait un immense blackout par rapport à cette période-là. Aujourd'hui, je vois des photos de moi avant avec ma poitrine. Je suis vraiment en mode waouh, c'était vraiment quelqu'un d'autre. C'était pas moi en fait. J'ai mal vécu la poussée de ma poitrine parce que voilà, je trouvais qu'on la regardait trop et qu'en la regardant, on m'associait à une femme. Alors après ça, j'ai été suivie en psychiatrie. Je suis partie au bout de 2 mois parce que ma mère me disait la dépression, c'est un truc de blanc. Et elle me faisait des remarques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, mais si j'avais cru qu'un jour je t'amènerais là. Et je supportais plus en fait. Il y a personne qui était là pour m'aider à savoir que j'étais trans. Et du coup, j'aurais pas pensé une seconde me dire ah ben finalement je suis un garçon. Non. En fait, il faut savoir aussi que le suivi psy que j'avais eu, donc quelques temps après cette tentative de suicide-là, non seulement j'avais tout le temps des reproches de ma mère qui me disait oui, mais c'est un truc de blanc, etc. Donc, en fait, quand tu as ce genre de remarques-là, déjà, t'arrives pas à t'ouvrir totalement auprès de ton psy. Mais au-delà de ça, le suivi n'a duré que 2 mois parce qu'à force d'entendre des remarques comme ça, j'ai dit fuck, je vais arrêter d'y aller, tu vois. Donc, forcément, un suivi de 2 mois, sachant qu'on avait quoi, une séance par semaine, donc ça fait quoi, 8 séances. Surtout que c'était assez court, que je m'ouvrais pas énormément. On n'a pas pu avancer en fait tant que ça. Donc cette personne-là n'aurait même pas pu m'aider en fait finalement à vraiment cerner la question de transidentité, je pense. Alors du coup, entre-temps, je me suis considérée comme une femme lesbienne parce que c'était déjà un peu plus simple et ça me rapprochait déjà de la communauté. J'ai fait mon coming out à mes parents qui s'est très mal passé parce que voilà, encore une fois, être LGBT, c'est un truc de blanc. Bon, à chaque fois, c'est ça. Voilà, dès que quelque chose les dépasse, c'est un truc de blanc. Je me disais lesbienne, mais je savais qu'au fond, c'était pas ça. Je sais qui j'aime, mais je sais pas encore qui je suis. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que généralement, les gens font vraiment l'amalgame et pensent qu'on transitionne en fonction de notre orientation sexuelle, etc. Alors que non, moi, ça a toujours été très clair. Il y a ce que j'aime et ce que je suis. Et pour moi, ça n'a rien à voir du tout, tu vois, vraiment. Et même au-delà de ça, le fait d'avoir mis le mot lesbienne sur mon orientation, c'était aussi parce que c'était plus simple d'une certaine façon. Alors, pas tant que ça, hein. Moi, lorsque j'ai dit à ma mère que j'aimais... À l'époque, la première chose que je lui ai dit, c'est que j'étais bisexuel. Elle n'a pas compris, et ce qu'elle m'a dit, c'est en gros, mais si t'es bisexuel, pourquoi tu fréquentes pas des garçons? Si ça fait partie de ton orientation sexuelle, bah, essaye de te contrôler avec les femmes, en gros, hein, voilà, essaye de te contrôler avec les femmes, laisse un peu ça de côté et fréquente des garçons. Sauf que moi, ma vision, elle était très claire. J'étais beaucoup plus attiré par les femmes. Je me projetais beaucoup plus avec une femme qu'avec un homme. Et c'est en ça que j'ai décidé de me détacher de ce terme bisexuel. Parce que je me suis dit, mais en fait, ok, les deux m'attirent d'un point de vue physique, mais à l'avenir, dans ma vie, j'aurais, alors avant de faire ma transition, hein, c'est ça que je me disais, c'est qu'à l'avenir, bah, j'aurais cette étiquette de lesbienne parce que je vais fréquenter que des femmes, tu vois. Donc c'était plus simple pour moi d'affirmer cette identité-là. Puis surtout, il faut savoir qu'à l'époque, du coup, je me considérais comme une personne homosexuelle. Et l'homosexualité est condamnée dans beaucoup de pays en Afrique. Et même pour ma famille en Afrique, du coup, ça s'est très mal passé. J'ai été vraiment rejetée. Enfin, je me suis dit, en fait, c'est quoi cette communauté où on est tous noirs et tout, et on devrait se soutenir et tout. Et en fait, c'est pas ça du tout. Après, En fait, ce qui me fait rire avec ce que je dis là, c'est que justement, quand cette interview elle est sortie sur Facebook, il me semble, et je me suis pris vraiment une vague de haine venant justement de personnes qui étaient noires. Donc ça, c'est un autre débat, mais au sein de la communauté noire, il y a un gros souci sur les questions. Déjà, il n'y a pas de solidarité entre les personnes noires tout court, mais quand t'es LGBT, faut même pas les appeler. Faut même pas apparaître en tant qu'LGBT, c'est pas possible, tu vois.
Donc c'est intéressant que je dise ça, surtout quand on voit que derrière, en fait, finalement, j'avais vraiment raison. Après, ma dépression est revenue parce que, enfin, ma dépression est revenue. Elle a toujours été là, mais ça s'est plus marqué en fait parce que, au bout d'un moment, j'ai compris que être lesbienne, pour moi, ça impliquait le fait de devoir être une femme toute ma vie. Et c'était quelque chose qui était, pour moi, inimaginable. Pour moi, c'était pas possible d'être une femme toute ma vie. Donc c'est comme ça que j'ai fait vraiment la part des choses, la différence entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, dans le sens où, oui, je savais que j'étais attiré par les femmes, mais le fait d'avoir cette étiquette de lesbienne, ça faisait de moi une femme. Sauf que j'étais attiré par les femmes, mais je n'étais pas une femme. Donc il y avait ce truc où je me disais, en même temps, je suis pas encore un garçon, donc je peux pas être hétéro, mais en même temps, lesbienne, c'est ce qui pourrait correspondre, mais en fait pas tant que ça, parce que je suis pas une femme. Donc tu vois, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, il y a vraiment l'orientation sexuelle, ce que j'aime, et qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait personne de trans dans mon entourage, c'était super tabou dans ma famille. On était dans une famille ultra catholique, je suis catholique aussi. C'est pas en À l'époque, hein, j'étais catholique. fréquentant des gens trans que tu deviens trans. C'est faux, c'est totalement faux et j'en suis la preuve en fait. Du coup, c'est pendant le confinement, là récemment, le confinement de mars 2020, que j'ai fait des recherches, j'ai tapé garçon dans un corps de fille sur internet. Je me sentais très mal, seule face à moi-même. J'étais dans ma chambre toute la journée et je me disais, il y a quelque chose qui cloche, enfin je vis une vie et c'est pas moi en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que du coup, j'ai fait des recherches et c'est comme ça que j'ai su que j'étais un garçon transgenre. Ça me fait trop rire parce que c'est vraiment la première fois que je le racontais et je savais pas que ce serait vraiment la première fois parmi 10 autres fois où j'allais le raconter quoi. Si j'avais jamais recherché, si j'avais pas eu le confinement pour me retrouver face à moi-même et me sentir mal et vraiment mettre des termes sur mon mal-être, j'aurais jamais pu trouver ma transidentité. Bah en fait, c'est même pas que j'aurais jamais pu trouver, c'est que sincèrement, je me serais flingué. Voilà, de toute façon, c'est tatoué sur mon cou, tout arrive pour une raison. Voilà, moi j'y crois vraiment. Et en fait, je pense que le confinement, vraiment, c'était un moment où il fallait que tout le monde s'arrête pour faire le point. Et en vrai, on est tellement dans une société où il faut toujours faire des choses, aller à 1000%, travailler, faire ci, faire ça et tout, qu'on est dans tous les sens et on n'a même plus le temps de savoir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et vraiment, je pense que ce moment où on faisait rien, j'ai vraiment pu me poser et me dire, mais attends, maintenant que je fais rien, est-ce que la vie là que je menais, est-ce que c'est ça que je veux continuer à mener plus tard? Donc ouais, ça m'a vraiment permis de faire un break et de me poser les bonnes questions. Quand j'ai regardé des vidéos sur la dysphorie de genre, je suis tombée que sur des personnes blanches en fait. Et quand on est noir, on a besoin d'avoir une représentation noire. Parce que je pense qu'au fond, on a besoin de savoir que c'est possible pour nous aussi. Et j'avais besoin en fait de voir que des personnes noires peuvent transitionner et être heureuses comme ça. C'est important pour moi d'être en accord avec mon identité noire et mon identité transgenre parce que bah, c'est qui je suis, c'est ce que j'aurai toute ma vie, c'est ce qui fait partie de moi, je subis des oppressions pour ça et je dois me battre pour qui je suis. Et je pense qu'une vie où on se bat pas pour qui on est, c'est pas une vie vraiment pleinement vécue. Et du coup, je suis tombée sur Rosaya, un mec trans noir. Lui, il est haïtien, mais il vit aux États-Unis, je crois. Quand je vois Rosaya, je me dis waouh, ok, on peut être noir et trans et s'aimer tel qu'on est et vivre les deux pleinement. Franchement, ce mec, il est génial. C'est vraiment le premier mec noir et trans que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et il m'a fait un bien fou, il m'a fait un bien fou. Et ce qui est dingue, c'est qu'après cette interview, je crois que j'ai fait un post par rapport à lui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se suivre, qu'on a discuté, qu'on a vraiment échangé. Et j'étais en mode, mais waouh, tu sais que frère, ton contenu a changé ma vie. En fait, c'est lui qui m'a même donné l'envie de créer du contenu sur ce sujet-là. C'est que je me suis dit, mais en fait, on est tellement seul, surtout quand on est trans et qu'on est noir, que si on n'a pas de représentation, déjà que nous, on grandit dans une idée de oui, ça c'est pour les blancs, ça c'est pour les noirs. Si on n'a pas de représentation, on va jamais s'affirmer, on va jamais se dire que c'est possible pour nous aussi, on va jamais s'autoriser à être heureux en étant différent. Et c'est vraiment ce mec-là, il a fait un truc dingue dans ma vie. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Je pense qu'il se rend pas compte. Je pense que vraiment, le mec, il est dans sa chambre, il fait ses vidéos YouTube et voilà. Mais le mec a changé ma vie. Et c'est vraiment comme ça que je me suis dit, mais en fait, il faut du contenu de personnes trans et noires francophones. Au début, le mot trans me faisait très peur parce que, comme j'ai dit au début, c'est quelque chose que je connaissais pas trop. Je pensais que c'était que les personnes au bois de Boulogne, ce genre de choses. En fait, transsexuel, c'est un mot qui a été jugé péjoratif parce que à l'époque, il y a des personnes qui se faisaient torturer, tuer parce qu'elles étaient transsexuelles. Et en fait, c'était un terme psychiatrique pour dire syndrome du transsexualisme. Et donc, du coup, les gens ont du mal avec ce terme parce qu'il rappelle un peu une maladie. Et ça a été prouvé que c'est pas une maladie mentale. Donc, du coup, les gens ont du mal avec ce terme-là. Maintenant, il y a des personnes qui se considèrent transsexuelles parce qu'ils partent du principe qu'il y a quelque chose de sexuel
en eux et que c'était pas quelque chose lié qu'au genre, mais également à leur sexe biologique. Changer physiquement leur sexe. Voilà, moi je pars du principe aussi qu'il y a une partie de... Alors, avant qu'on écoute la suite, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est une amie. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, c'est un ami. En fait, cette personne a détransitionné. Et c'est vraiment cette personne-là qui m'en avait parlé à l'époque, qui me disait qu'elle avait vraiment une part de transsexualité en elle, dans le sens où elle considérait que c'était pas seulement une question de genre, mais vraiment une question aussi pleinement physique et sexuelle, mais dans le sens vraiment biologique, tu vois. Après, chacun a ses avis là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est toujours intéressant, en vrai, d'avoir ces retours-là. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que les gens se définissent comme tels. Par contre, je serais pas forcément OK qu'une personne extérieure définisse quelqu'un comme ça. Transsexualité en moi par rapport à ma poitrine, parce que c'est au-delà même du genre. C'est vraiment parce que biologiquement, c'est quelque chose qui me dérange. Maintenant, pour ce qui est de mon entrejambe, je suis pas encore sûre, parce que je commence à apprendre à l'aimer. Enfin, c'est pas compliqué. D'ailleurs, j'ai tellement menti. J'ai tellement menti. Ah là là. Bah après, en vrai, comme je vous ai dit, hein, j'étais encore sous l'emprise de ma mère, de mes parents, enfin surtout de ma mère. Je pense que j'avais un peu cette crainte aussi de dire totalement machin. Après, c'est vrai qu'il y a une période où en vrai je savais pas trop, mais je pense que j'avais surtout peur, pour être honnête. Enfin, c'est pas compliqué, on peut utiliser des codes, enfin voilà. En plus, c'est une opération qui est super lourde, une opération de 10 heures, qui coûte une blinde. Bah pas pour la technique que je vais faire du coup. Encore une fois, en fait, ça montre juste que j'étais pas comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, en fait, on n'est pas assez informé sur les questions de phalloplastie. Du coup, on n'a que les informations généralement des Américains qui font une technique antébracale. Donc, c'est vraiment la technique des Américains. On manque énormément d'informations et ce passage le prouve bien. Qui coûte une blinde et les résultats sont pas top pour l'instant. Encore une fois, c'est vraiment en fait une question de documentation. De documentation parce que effectivement, les résultats que j'ai vus à ce moment-là, ils étaient pas top. Les résultats que j'ai vus récemment, enfin récemment, c'est quand même un moment que je vois de très bons résultats. En fait, le tout, c'est de trouver les bons chirurgiens, pas se référer aux trucs qu'on trouve sur Internet, sur les sites comme Reddit ou sur des sites étrangers, surtout que c'est pas eux qui vont t'opérer, généralement. Donc ouais, renseignez-vous auprès des chirurgiens qui sont vers chez vous, des chirurgiens qui potentiellement pourraient vous opérer. Et c'est ça qui est important de faire en fait, pas de regarder des résultats sur Internet, sur des sites douteux, genre Reddit ou Twitter ou des trucs comme ça. Donc je me dis, bah autant avoir un bon vagin qui fonctionne bien et un god et c'est carré. Je gagne. À partir de là, je me disais, bon, je suis un garçon et je veux qu'on me voie comme un garçon. Je vais détester ma voix encore plus parce que maintenant je sais que je suis transgenre et que je veux qu'on me voie comme un homme. Tout ce que tu ne pensais pas possible avant, tu veux le faire en fait. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a des trucs dont tu avais besoin mais que tu refoulais un peu. Et en fait, une fois que tu sais que ça existe, c'est vraiment le cas par exemple avec la testostérone, tu vois. Moi, ma voix, elle me posait problème et j'étais un peu en mode, bon, c'est la voix que j'ai, machin. Mais c'est vrai que si j'avais pu avoir une voix encore plus grave, ça m'aurait encore plus plu, tu vois. Donc en fait, effectivement, les trucs que tu te disais, bon, bah écoute, si j'avais mieux, ce serait cool, mais bon, je fais avec, tu vois. Une fois que tu sais que tu peux avoir mieux, forcément, le mieux, tu le veux immédiatement. Donc ça te met dans un espèce de rush, en fait, où t'es en mode, ok, en fait, c'est possible. Je le veux maintenant, parce que j'attendais ça depuis toujours. J'ai essayé de faire semblant de me prouver que je sais pas quoi. Maintenant, on m'a dit c'est possible. Donner, en fait. C'est vraiment ça qui se passe, tu vois. Et tu veux le faire rapidement parce que tu en as besoin. Et je pense que si je n'avais pas su qu'on pouvait se faire opérer, tout ça, j'aurais fini par me suicider. Ça, c'est sûr et certain. On m'appellera plus madame dans la rue. Il y aura plus ce genre de situations qui vont arriver. J'aimerais bien changer mon prénom aussi à l'état civil. Franchement, voir ce genre d'interview-là, ça permet de se rendre compte aussi du chemin parcouru. C'est dingue de fou. Pour plus qu'on m'appelle par mon ancien prénom dans la salle de classe, ce genre de choses. Donc c'est sûr que ça me fera énormément de bien. Mais pour le changement de prénom, mes parents ne sont pas encore d'accord. Mon père, lui, il est un peu plus souple. Mais ma mère, elle avait du mal au début. Elle comprenait pas, enfin c'était très violent en fait. Le rejet aussi intense, je pense, c'est parce que je pense elle-même a dû être beaucoup rejetée dans son vécu et dans son histoire. Et c'est quelque chose qui fait qu'elle a la pression sur tout en fait, sur le comportement, sur... En fait, elle a dû faire ses preuves seule, parce qu'elle a grandi toute seule en France, dès l'âge de 9 ans. Et donc du coup, elle a dû faire attention à chaque détail, chaque comportement et imprégner vraiment les stéréotypes en fait. Mes parents avaient besoin d'entendre un médecin vraiment qui leur dise voilà, votre enfant, il fait de la dysphorie de genre, enfin voilà. Le psy, il est là pour voir si c'est vraiment toi, si c'est vraiment qui tu es, si c'est pas un choix que tu as fait ou si t'es pas sous influence
influence. Après, c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que voilà, les psys n'ont pas à nous dire qui on est. Le problème, c'est qu'il suffit que tu tombes sur un psy qui te dit non, t'es pas trans devant tes parents, bah, ils vont jamais te croire. Enfin, c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal avec le fait. C'est vrai que cette question elle est assez particulière parce que d'un côté c'est problématique dans le sens où c'est quelqu'un d'autre qui finalement confirme si t'es vraiment trans ou pas, si t'es pas fou. Mais en même temps, si tu tombes sur quelqu'un qui est problématique, bah en fait il va partir du principe que tu es fou. Donc parfois bah t'es juste trans, mais on va te dire non, tu es fou. Donc c'est vrai que ce sujet il est très particulier et même jusqu'aujourd'hui je saurais pas vous dire vraiment ce que j'en pense. Moi personnellement mon psychiatre je sais qu'il était assez neutre par rapport à ça. Dans le sens où il n'était pas non plus soutenant de malade, mais il n'était pas non plus grave en mode ouais t'es juste fou. Non, il était en mode bah voilà on va essayer de voir ce qui va pas, traiter ce qui va pas. Il me posait les bonnes questions, tu vois. Mais c'est vrai que si tu tombes sur quelqu'un qui est fermé immédiatement et qui te dit non non t'es pas trans, t'es juste complètement fou en fait, euh, c'est compliqué. Le fait que la transidentité soit psychiatrisée, je trouve que c'est pas une bonne chose. Du coup, maintenant, ma mère m'appelle Elijah, mon père aussi, et mes parents ont compris finalement. On voit l'endocrinologue bientôt pour les hormones, et puis Bah écoutez les hormones finalement je les ai pas eues parce que MDR mes parents ils aimaient bien changer d'avis tout le temps. Donc c'est vrai qu'à ce sujet-là, les hormones, je les ai pas eues de cette façon-là en tout cas. chirurgien aussi le mois prochain. Et concernant le chirurgien, bah écoutez, le chirurgien, je l'ai vu, mais pareil, je pouvais pas me faire opérer avant mes 18 ans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en gros, j'ai calé mes rendez-vous en fonction et je lui ai dit, en gros, écoutez, bah moi, je suis majeur en juillet 2022. Donc proposez-moi une date, en gros, quelques temps après ma majorité, quoi. Je pense que c'est important de pouvoir dire je suis un garçon trans pour qu'il y ait d'autres garçons trans qui voient que tu es un garçon trans et que ça leur fasse du bien en fait. J'en ai aussi beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Mon compte, il s'appelle Trans Noir et donc je fais des posts explicatifs sur la transidentité, sur le fait d'être noir aussi. C'est dingue, en vrai, à l'époque, ouais, mon compte il s'appelait Trans Noir. C'est vrai que j'ai changé de nom. J'avais déjà expliqué pourquoi, mais je vais le redire au cas où. C'est vrai que j'avais l'impression que c'était un peu trop, bah, un peu limitant en fait à terme parce que ça faisait que je pouvais que parler de transidentité ou du fait d'être noir. Ce que je continue à faire, soit, mais je veux quand même avoir une liberté, pardon, de parler un peu de ce que je veux quand je veux et de pouvoir tourner un peu plus vers quelque chose d'un peu plus lifestyle. Et c'est vrai que quand tu t'appelles trans noir, c'est vraiment, enfin, tu peux pas montrer tes vacances, je sais pas où quoi. Faut vraiment que tu restes dans le thème. Et puis aussi, c'était un peu gênant aussi pour moi parce que parfois les gens me nommaient vraiment comme ça dans le sens où ouais, c'est trans noir, tu vois. Et du coup, c'était horrible parce que j'avais l'impression que du coup, on m'appelait par des termes qui en fait au final se revendiquaient politiques certes, mais qui finalement parfois étaient trop, enfin on m'appelait beaucoup plus trans noir que Jacob en fait. À un moment donné, j'ai un prénom aussi, tu vois. Donc, il y avait ce truc où j'étais en mode bon, d'accord, même si on a dit politique, il faut pas oublier que je reste quelqu'un. Où je veux en venir, que je reste quelqu'un. Transnoir, ça me collait en fait une étiquette, finalement. Même si c'était politique, même si c'était une manière de me revendiquer, etc. Bah finalement, ça a eu, je pense, un peu l'effet inverse. Je parle un peu de tout, des maladies mentales aussi, de la dépression, de la boulimie. Je dénonce vraiment le fait que les personnes trans n'aient pas accès à la PMA. Je dénonce le fait que certaines personnes noires considèrent que la transidentité c'est un truc de blanc. Je dénonce aussi le fait que ce soit interdit dans certains pays. En Afrique, qu'il y ait des personnes trans qui se font brûler, notamment au Cameroun, il y a pas très... Ça, c'était vraiment une dinguerie. Je me souviens que, bah, du coup, j'en avais parlé, mais c'est une amie à moi qui vivait au Cameroun et il se passait vraiment des folies. Enfin, bref. Longtemps, il y a beaucoup de femmes trans qui se sont fait brûler vives. J'ai dénoncé aussi le fait que ce soit pas normal que les parents aient à décider pour nous en fait, parce qu'ils sont pas concernés, ils ne vivent pas la dysphorie de genre. Et c'est pareil pour les spécialistes en transidentité. Bon, le mien, je sais pas s'il est trans et je le saurai jamais, mais ce serait bien d'avoir des spécialistes trans qui nous disent qu'ils sont trans et qui comprennent ce que nous on vit en fait. Parce que je pense que en tant que personne cisgenre, donc qui n'est pas trans, tu ne peux pas te considérer comme spécialiste en transidentité. Oui, et puis surtout, il faut surtout être bien imbu de sa personne, je pense. À quel moment tu te dis... C'est comme si, en fait, zéro vanne, hein, c'est comme si, je sais pas, t'es une personne blanche, ok, t'as fait des études, etc., très bien, t'as jamais vécu ce que des personnes noires ont vécu. Par contre, tu vas te considérer spécialiste en question raciale ou spécialiste... tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme si, je sais pas, genre, t'as même pas... Alors oui, les études ceci, les études cela, mais en fait, à un moment donné, un parcours de concerné, je suis désolé, hein, ça aura toujours plus de valeur que quelqu'un qui a juste étudié le sujet. Enfin, moi, en tout cas, je suis partisan de ça. No debate. Je sais pas comment on dit, mais bref. Parce que tu n'as jamais vécu la dysphorie de genre en fait. En mettant en avant mon histoire, je veux montrer que les personnes trans noires existent et que c'est possible d'être trans et d'être noir et que c'est possible d'être LGBT et noir et qu'on arrête de me dire ouais c'est un truc de blanc.
Ça peut aider à changer les choses. J'ai beaucoup de parents qui me suivent, qui me disent voilà, qu'ils ont découvert que leur enfant était trans et qui me remercient pour ce que je fais. Je sais que parfois il y a des jeunes qui conseillent mon compte Insta à leurs parents, enfin ce genre de choses, et ça me fait très plaisir de pouvoir les aider. Ouais. Ah, incroyable. Franchement, ouais, c'était une très belle interview. C'était vraiment la toute première que je faisais. Et c'est dingue, j'étais assez à l'aise, assez éloquent. Je m'exprimais plutôt bien. Les sujets, bon, voilà, forcément, mon avis a évolué avec le temps parce que forcément, j'ai grandi. Forcément, j'ai eu accès à plus de documentation, plus de ressources, etc. Mais je trouve que franchement, le discours est vraiment bien. Et je suis vraiment content d'avoir fait ça et d'avoir parcouru tout ça aussi. C'est dingue, en vrai, de revoir. Une vidéo qui date autant, où j'étais vraiment au tout début des choses, j'avais ni fait ma mamec, ni mon hystérectomie, ni mon changement d'état civil, j'étais même pas sous hormones, enfin je sais plus en fait, mai 2021 si j'avais commencé mais en cachette. Donc voilà tout ça, et c'est dingue en vrai de retrouver ça, donc je suis vachement content, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez peut-être appris un peu plus sur moi et sur l'évolution de ma pensée, et je vous fais des bisous. À bientôt!